Un livre peut-il nous convertir? Un projet peut-il tout expliquer? Sommes-nous influencés par les œuvres, ou y projetons-nous ce qui nous influence? Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 29e épisode du Space Mountain. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde. D'un autre monde. C'est quoi le Space Mountain? Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Mountain pour cet épisode qui sera consacré à Christian Ingrao et à son entretien dans la revue L'Histoire intitulé Mein Kampf, Histoire d'un livre. Comme le titre le suggère, l'entretien est orienté sur la question d'une édition critique française et commentée du livre d'Adolf Hitler. Car si vous l'ignorez, le livre n'est actuellement pas en libre service, et il y a 4 ans, donc au moment de cet entretien, la question de cette sortie a provoqué certaines critiques. Alors qui est pour, qui est contre? Tout de suite, premier extrait. Le débat a été provoqué par un billet de Jean-Luc Mélenchon. Dans une lettre ouverte à son éditrice chez Fayard, il demande solennellement à la maison d'édition de retirer ce projet, considérant d'une part qu'il est criminel de rééditer un livre qui a signé la condamnation de 6 millions de personnes dans les camps nazis et de 50 millions de morts au total, et d'autre part que dans un temps où le fascisme revient à grands pas en France dans la personne de Marine Le Pen, il faut s'abstenir de lui donner du ravitaillement. Ingrao pose le décor. Au moment de cette polémique, la question d'une nouvelle édition de Mein Kampf a déjà plusieurs années, mais est déterrée par Jean-Luc Mélenchon donc, car, petit 1, ce livre a signé des millions de morts, petit 2, ce livre risque de signer de nouveaux millions de morts. C'est effrayant. N'importe qui d'un peu sensé se dirait que, oui, c'est une mauvaise idée d'éditer un bouquin qui conduirait irrémédiablement à la destruction de millions de personnes. Et pourtant, des historiens semblent s'obstiner à vouloir le faire. Ingrao précise juste après, dans leur majorité, les historiens sont favorables à la publication. Alors, les historiens seraient-ils pour le meurtre de masse? C'est difficile à soutenir. Et pourtant, Alexis Corbière, professeur d'histoire et secrétaire national du parti de gauche, s'est montré très critique. Amusant, on commence par Jean-Luc Mélenchon et paf, on tombe sur Alexis Corbière. Bon, bref. Si les historiens sont divisés sur la question, c'est que ce Mein Kampf doit charrier avec lui un pouvoir obscur ou un ferment de conviction qui rendrait son édition potentiellement dangereuse. Mais avant de décrypter son influence, commençons par le commencement. C'est quoi Mein Kampf? Ou Mon combat en français? Laissons à Christian Ingrao le plaisir de nous l'expliquer. Mein Kampf est un mélange de programmes politiques, de biographies, de romans d'apprentissage et d'opinions. La structure du livre est simple. Le premier volume est une sorte d'autobiographie, très souvent fantasmée, de Hitler. À partir de son récit de vie, il explique comment s'est constituée sa pensée et comment s'est forgée sa conception du monde. Le deuxième volume traite, lui, du mouvement national-socialiste jusqu'en 1924. C'est là que réside ce qu'on pourrait appeler le programme politique de Hitler. Il y détaille la philosophie du parti, la philosophie de l'État, puis la conception des citoyens du Reich, la lutte contre les communistes et le complot judéo-bolchevique, et finit par exposer ses vues sur la politique extérieure et la conquête d'un espace vital à l'Est. Rien de très éloigné de ce à quoi on pourrait s'attendre en fait. Mein Kampf est une biographie suivie d'un manifeste, écrite par Hitler en 24 alors qu'il est en prison, vu qu'il a participé à un coup d'état manqué. Alors au moment où il écrit ce livre, il n'est pas encore l'incarnation du mal absolu qu'il évoque aujourd'hui dans beaucoup de nos têtes. Il est un homme politique, ancien soldat, qui ambitionne de grandes choses pour l'Allemagne. Et si l'histoire a montré ce dont ce petit homme était capable, Ingrao nous appelle à remettre en question la place de son bouquin dans ses agissements. J'étais très partagé quant à la publication de Mein Kampf en France. Mais les arguments de Jean-Luc Mélenchon contre le projet sont pour moi autant d'arguments pour le faire. Mein Kampf déborde certes d'éructations antisémites, mais il n'est fait aucune allusion au projet de meurtre des Juifs dans le livre. Ce que cette réaction nous montre, c'est qu'une grande partie des élites cultivées françaises et européennes projettent encore sur le livre de Hitler une aura sombre de subversivité, très caractéristique de l'école intentionnaliste aujourd'hui complètement dépassée. Cette vision dépassée dont parle Ingrao est celle de la domination charismatique de Max Weber. En gros, c'est l'idée que pour expliquer l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il faut analyser Hitler.
La domination charismatique, c'est la manière dont tout, à un moment donné, semble s'incarner en un personnage. Comme si c'était l'histoire qui, tout d'un coup, prendrait forme en un seul corps. Et ce corps serait Adolf Hitler. Cette vision fut entretenue par des historiens comme Ian Kershaw. Ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé sur la personne, sur le personnage, et qui ont produit des œuvres fécondes, certes très importantes en leur temps, et donc qui ont fait école, mais que les chercheurs plus récents tentent à fortement nuancer. On ne va pas se mentir, la présence d'Adolf Hitler écrase l'histoire de l'Allemagne nazie. Et du coup, de la Seconde Guerre mondiale. Sa simple moustache semble résumer tout un pan de l'histoire humaine. Comme il le dit, cette pensée révèle une éducation reçue dans les années 60 et 70, lorsqu'on considérait encore que Hitler expliquait tout le nazisme, et que l'on pensait que, pour comprendre cette idéologie, il suffisait d'analyser Mein Kampf. L'hitlérocentrisme, et en son sein même la sacralisation de l'écrit du dictateur, nécessite à mes yeux un travail de re-rationalisation, qui passe désormais par une traduction de Mein Kampf en français, additionné d'un appareil critique qui permettra de refroidir le texte et d'appréhender son contenu documentaire. Le mot important est hitlérocentrisme. Car jusqu'il y a peu, en histoire, on pouvait penser qu'il suffisait de parler de son enfance catholique traditionnaliste, de son expérience durant la Première Guerre mondiale, ou, soyons fous, de son absence de testicules, pour résumer ce qui allait basculer dans la situation mondiale durant 20 ans. Eh bien non, ce n'est pas suffisant. Et je vous le donne en mille, mettre Hitler au centre absolu de la Seconde Guerre mondiale est aussi simplet que d'élever Mein Kampf au rang de bible nazie et penser que son contenu explicite et prévoit ce qu'il se passera durant les 2 décades suivantes. Pour les plus intéressés, cette position s'appelle l'intentionnalisme. Ingrao utilisait le mot précédemment. L'intentionnalisme considère que tout part des intentions d'Hitler, et que durant 20 ans, ce sont ses objectifs et ses ordres qui ont dicté les événements politiques et stratégiques du Reich. Elle s'oppose à une vision plus récente, nommée elle le fonctionnalisme. Contrairement à l'intentionnalisme, le fonctionnalisme considère que le Troisième Reich était multicéphale, et que chacun œuvrait selon ses codes et ses méthodes à réaliser le Reich millénaire souhaité par le Führer. C'est une opinion plus nuancée, plus compliquée aussi, mais qui semble pertinente, notamment lorsque on se rend compte des divergences et des autonomies qu'ont pu prendre des Himmler, des Göring, ou qu'éclairent une foultitude d'événements que Hitler n'avait pas nécessairement prévus la semaine précédente. Bref, si l'on considère que Hitler n'est pas l'alpha et l'oméga de la Seconde Guerre mondiale, il se trouve déjà plus de raisons d'éditer une version critique de son livre, d'autant que celle qui circule actuellement semble fort mal traduite, et que plus l'ouvrage est important, plus il nécessite de prendre des pincettes quant à la manière dont on le traduit et dont on l'interprète. Car comme Ingrao le dit, traduire de l'allemand, ce n'est en effet pas comme traduire de l'allemand nazi, et traduire de l'allemand nazi, ce n'est pas non plus la même chose que traduire Hitler. Ce qui est très important, car on a souvent tendance à confondre l'auteur et sa pensée, à confondre l'intention et la réaction, à confondre en fait la cause et la conséquence. Car des allumés qui écrivent des bouquins pleins de haine, il y en a eu. Et tous n'ont pas donné lieu à la destruction de milliers de personnes. Bien heureusement d'ailleurs. À l'inverse, des millions de gens ont été tués sans qu'un bouquin ne serve à justifier ce genre d'action. Et parfois sans qu'une figure charismatique soit vue rétroactivement comme la seule responsable du désastre. En somme, les choses sont toujours plus compliquées. Le schéma facile, ce serait que l'on se dise tous, étape 1, un type décide de quelque chose, étape 2, un type fait quelque chose. Si c'était si simple, le monde serait bien différent. Même s'il n'y a pas dans Mein Kampf d'apport idéologique majeur, le livre va ensuite servir de référence. Hitler n'est ni un écrivain, ni véritablement un penseur, mais c'est quand même lui qui a systématisé le racisme pour le transformer en un puissant déterminisme. Mein Kampf est un révélateur de ce qu'est l'idéologie nazie en 1925. Sa genèse est aussi celle de la diffusion de cette idéologie. Isolé, le livre ne dit pas grand-chose. Les gens le trouvent fascinant pour ce qu'il croit en savoir, et non pour ce qu'il est. Pour ce qu'il croit en savoir, et non pour ce qu'il est. Et c'est ce qui fait certainement peur à tous ceux qui pensent voir ressurgir le nazisme à cause de la publication de Mein Kampf. Petit souci, Mein Kampf ne fut pas lui-même l'inspirateur du nazisme d'après 40, car comme il le dit ailleurs, le livre est écrit entre 24 et 26. Dans Mein Kampf, ce que prône Hitler, c'est d'exclure les juifs de la vie politique et publique.
On y trouve le projet d'une nouvelle société allemande, mais rien sur les politiques publiques qui seront appliquées des années plus tard par le Troisième Reich. On sait aujourd'hui que l'État nazi fonctionnait dans une dynamique de la radicalisation cumulative. Autrement dit, le projet d'extermination des Juifs d'Europe n'est pas dans Mein Kampf. Ce qui n'est pas un détail, hein. C'est une des nombreuses choses que l'on peut estimer être tellement graves qu'elles furent forcément fondatrices, et donc que si elles sont fondatrices, elles doivent bien se trouver dans Mein Kampf. Eh ben non. Certes, il y a un terreau favorable. Il n'est pas question de dire que le bouquin prône la paix et les bisous dans le cou, et que d'un coup, paf, Hitler a fondé une bougie et s'est décidé à exterminer des gens. Bah non, bien sûr. Hein. Mais le seul livre ne permet pas d'expliquer tous les événements suivants. Mais c'est ce que projette quelqu'un comme Mélenchon, j'imagine. Ce qu'il pense contenu, ou au moins contenu en puissance, mais non ce qui y est contenu. Comme Ingrao le dit plus loin, cette querelle me semble révélatrice des fantasmes politiques qui persistent autour de Mein Kampf. On prête à ce livre un pouvoir de conviction considérable. Et c'est fou, hein, ce qu'un torche-cul peut avoir d'effet sur les masses. Alors que, très concrètement, les gens qui le liront pour l'intérêt historique n'en sortiront pas bouleversés. Ceux qui le lisent pour conforter leur certitude, pour lire la prose d'un grand homme ou pour toucher au sublime, bah concrètement, ils sont déjà convaincus. Hein. Que voulez-vous que le livre leur apporte de plus ? Comme il le dit très justement, en tout état de cause, le livre est d'abord conçu pour ses militants. Ce n'est pas un programme visant à l'argumentation ou à la persuasion, c'est un livre de convaincus pour des convaincus. Ah, d'ailleurs, petite parenthèse, si arrivé à ce moment vous vous posez la question, ben non, je n'ai pas lu Mein Kampf. J'en ai lu des passages, hein, des extraits, mais c'est tout. Mais, alors forcément, vous allez vous récrier, pourquoi en parler si je n'ai même pas lu le bouquin ? Eh ben je me permets de le faire, car une grande partie des historiens, des chercheurs et des enseignants travaillant sur la Seconde Guerre mondiale n'ont pas lu Mein Kampf. Du coup, pourquoi je me ferais suer, moi, hein ? Alors, généralement, les gens s'indignent en se demandant « Oui, mais comment pouvez-vous travailler sur une telle période, ne pas avoir pris le temps de lire ce livre, si important pour comprendre le nazisme ?» Eh ben, pour les avoir entendus plusieurs fois le dire, les historiens répondent tous la même chose. Non. Ce livre n'est pas important pour comprendre le nazisme. Pire, Mein Kampf, on s'en fout un peu. Il ne révèle rien sur l'histoire avec un grand H. Et pour une raison toute simple, hein, mais ô combien importante à comprendre, le nazisme n'est pas contenu tout entier dans Mein Kampf. Mein Kampf est un livre long, chiant, médiocrement écrit, qui éclaire peut-être une chose, c'est la dérive obsessionnelle généralisée de son auteur. Mais historiquement, Mein Kampf ne sert à rien. Il n'est pas suffisant et ne contient pas les germes du mal absolu, car il n'est qu'un postillon dans l'océan de l'histoire. Un postillon que personne n'a vraiment lu en plus. Il n'explique pas ce qui s'est passé. Mein Kampf, sans la misère de la Grande Dépression, sans le pacifisme obtus, voire la complaisance de nombreux États, serait resté un mauvais livre. Mein Kampf sans Röhm, sans Rosenberg ou sans Heydrich, serait resté un mauvais livre. Il ne suffit pas d'éditer un bouquin pour créer des légions de soldats. Il ne suffit pas d'éructer pour convaincre. Il ne suffit pas d'écrire pour convertir. Cela me rappelle, dans un domaine complètement différent, hein, une sortie de Michel Onfray, qui, il y a quelques années, disait « Oui, j'ai voulu étudier l'islam, donc j'ai lu le Coran, j'ai lu les hadiths, et j'ai lu des biographies du prophète. » Ouais, très bien, hein, mais... Et alors ? Ce n'est pas suffisant. N'en déplaise aux tautologues, l'islam n'est pas contenu en essence dans quelques livres. Analyser un texte ne rend pas compte de la multitude des situations humaines à l'échelle planétaire. La vision de l'islam en Iran d'un juriste ismaélien n'est pas la vision de l'islam en Franche-Comté d'un ouvrier malikite. Il ne suffit pas d'une étude en chambre pour saisir la pluralité et la complexité d'un phénomène qui affecte des millions de personnes. Sinon, tous ceux qui auraient lu le Coran seraient islamologues, hein, moi le premier. Et pourtant, est-ce que je me juge apte à analyser l'islam avec un grand I parce que j'ai lu le Coran ? Non. Est-ce que je me juge apte à penser la situation des Dalits en Inde parce que j'ai lu le Ramayana ? Non plus. Est-ce que je me juge apte à réparer une petite voiture jaune et rouge parce que j'ai lu Oui. Bref, enfin bon, vous avez saisi l'idée, là je pars en steak. Revenons sur Christian Ingrao. Bien qu'il soit difficile de faire l'histoire de sa réception, Ottmar Plückinger estime que, dans l'Allemagne d'avant 1933, Mein Kampf a été peu lu. Ce qui fascine chez Hitler, et ce qu'il revendique, c'est sa capacité oratoire, pas ses qualités d'écrivain.
À partir de 36, les époux reçoivent même Mein Kampf en cadeau de mariage dans beaucoup de bureaux d'état civil. Il reste cependant très difficile de savoir si le texte a été lu massivement à partir du moment où il devient la Bible du Troisième Reich et qu'il est distribué ou acheté à 12 millions d'exemplaires. Il a sûrement été plus lu qu'on ne l'a cru, notamment par extrait. Mais Mein Kampf jouait surtout un rôle d'objet symbolique et rituel, le régime se fondant sur d'autres outils de propagande complémentaires en ce qui concerne l'idéologie. Et cela me rappelle une de ses déclarations lors d'un entretien. Mein Kampf, c'est un peu comme le petit livre rouge, tout le monde l'avait, mais bien peu le lisait. C'est une curieuse mais très commune inversion du sens des choses. Les habitués lisent la littérature des habitués. Mais on pense le plus souvent que c'est l'inverse, et qu'un discours, un livre ou une pensée peut bouleverser assez profondément quelqu'un pour qu'il se laisse embabouiner et change du tout au tout. Une sorte de conversion épiphanique face à l'œuvre d'un quasi-saint. Alors que c'est précisément l'inverse qui est à l'œuvre ici. Le fait que tout le monde avait Mein Kampf ne veut pas dire que celui-ci soit à l'origine de quelque conviction que ce soit. Au contraire même, les gens n'ont pas acheté Mein Kampf et sont devenus nazis. Ils sont devenus nazis et ont acheté Mein Kampf. Ce qui le rend finalement beaucoup plus proche du fétiche que du livre, et Ingrao insiste là-dessus un peu plus loin. C'est cette dimension de reproduction d'un objet de culte qui effraie certains opposants à la réédition de Mein Kampf. Ce qui peut se comprendre, autant son contenu peut ne pas valoir de tant s'écrier, autant l'on peut admettre que pour certains, le simple fait de posséder l'objet soit un acte politique en soi. Qu'il soit lu ou pas, au fond, peu importe. Le plus important est de le posséder. Malgré tout, cela ne change pas le fait qu'à l'époque, sa lecture ne fut pas une lame de fond, de conversion, qui permit à l'Allemagne entière de devenir nazie grâce à quelques exhortations couchées sur du papier. Comme il l'a dit au-dessus, lorsque les ventes sont devenues significatives, le NSDAP était déjà triomphant. Dans l'Allemagne de 40, la présence du Mein Kampf dans un appartement berlinois est équivalente à celle d'une Bible dans le tiroir d'un motel du Tennessee. Il est toujours là, mais qui l'a vraiment lu? Conclusion. Mein Kampf n'est pas la source du nazisme unique et explicite, car il est lacunaire sur bien des événements qui constitueront la Seconde Guerre mondiale. Mein Kampf, de toute façon, ne saurait résumer le nazisme, car aucun livre ne saurait résumer un phénomène historique impliquant des millions de personnes. Et tout comme le livre, ceci peut être appliqué à l'auteur. L'hitlérocentrisme ne saurait résumer le nazisme, car Hitler ne fut pas seul décisionnaire, et que, quand bien même était celui qui donnait l'horizon, il n'aurait jamais pu entreprendre autant de choses sans l'appui de milliers de dévoués et de millions de muets. Et je conclurai avec les mots de Christian Ingrao. Quoi qu'il en soit, Mein Kampf est déjà en vente dans le commerce et très facilement accessible sur internet en toutes langues, et notamment en français. Il ne s'agit donc pas tant de le publier que de bien le publier. Suivi en cela par son collègue Johan Chapoutot. Cela dit, une bonne édition critique du livre pourrait précisément montrer cela, que ce texte n'a pas eu l'importance qu'on lui prête, ni son auteur la centralité absolue que l'on croit. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez une paire. C'était le 29e épisode du Space Mountain consacré à Christian Ingrao et à son entretien intitulé Mein Kampf, histoire d'un livre. En attendant le prochain, n'hésitez pas à écouter les précédents épisodes, ils ne vous convaincront de rien, sinon de ce que vous savez déjà. Je vous retrouve très vite.